Moi j'étais ancien déménageur en fait. Oui. J'ai fait ça pendant, 8 ans. on va dire 8 ans, mais pas tout déclaré quoi. Oui. Donc, bon, après il y avait plus beaucoup de boulot, donc j'ai dû vraiment arrêter. Et puis t'as eu un problème de dos qui a commencé. Voilà. Alors comment Plus ça se d'argent passe? qui rentre, obligé de réintégrer un foyer de réinsertion. Il y a eu quoi Demande d'allocation handicap pour Sébastien, lié à son dos. Et puis après, il y a eu l'arrivée de la louloute, et puis de fil en aiguille la deuxième, et puis on se rend compte que c'est difficile de tenir avec 2 enfants en bas âge à charge. Oui. Et voilà. Et donc sans ressources. Voilà, avec une allocation handicap pour le couple. Ce qui m'a fait fermer mon entreprise, c'est qu'on m'a jamais donné mon permis de conduire. Donc, j'ai pas pu continuer l'entreprise. Donc, bon, jusqu'à présent, ça allait parce que j'étais chez les parents. Et quand mes parents sont morts, et ben voilà, du coup, c'est là où le moral est dans les talons. Donc, on broie du noir et on n'arrive pas à remonter la pente au niveau de broyer du noir. Donc, heureusement qu'il y avait les tantes, un cousin et les frères. Et heureusement qu'après, Hugo Frey est passé derrière pour me faire un contrat pour sortir du décès des parents. Hugo Frey, le Le chanteur. chanteur, oui. Donc du coup, le fait qu'il m'ait aidé au niveau moral, psychologique, ça m'a aidé beaucoup. Alors à partir de quand vous vous êtes senti dans la précarité? Depuis que j'ai plus de travail. Ça fait combien de temps? Bah ça fait 10 ans. Tant que j'étais avec mon époux, ça allait. Et quand je me suis retrouvée toute seule à devoir chercher un logement puis assurer les choses de la vie pour moi, là je me suis dit que c'était une situation très difficile. Je me sentais quand même privilégiée par rapport à certaines personnes qui, elles, n'ont vraiment encore bien moins que moi. Mais je me suis dit que, dans un sens, l'argent faisait beaucoup. Déjà, quand on est plus découvert sur sa banque et qu'on on se dit non, le mois prochain, je ne peux pas faire mes courses correctement, mes courses du mois complètes. Donc, à ce moment-là, autant d'attendre, autant d'essayer quelque chose. Mais c'est vrai qu'on a quand même hésité quelques mois. Hein. Je me suis senti précaire, surtout après avoir lâché un mode de vie, un mode de vie très toxique. Je travaillais dans des bars, en fumée, avec le monde de la rue. Et finalement, quand j'ai laissé tout tomber et que je me suis retrouvé à vivre en caravane, je me suis senti précaire, mais en même temps, j'avais la sensation ben, de, de revivre, au fond, sur des valeurs simples. Quand on n'a plus que soi, sa peau quasiment, euh, on se rend compte qu'on vivait à côté de choses très importantes de la vie. Et dans cette fragilité, il y a aussi le plaisir de retrouver des autres qui sont eux-mêmes fragiles, chacun avec son histoire. Précarité, on fait pas comme tout le monde, quoi. On est en dessous des autres. On fait avec ce qu'on a et c'est difficile, je sais, à exprimer, quoi. C'est en deçà des autres, quoi. On voit tout le monde s'active. Euh, on- Parfois, je me dis, on vit au crochet de la société. Enfin, on vit pas au crochet de la société. C'est des droits humains, quoi, que la société donne. Bon, en profiter. Moi, je dis, c'est pour rebondir, moi, plus que pour en profiter. Parce que profiter, là, on est toujours reclus. On peut pas toujours rester reclus, quoi. C'est Précaire, ça veut dire peut-être qu'il faut appeler à l'aide, quoi, c'est ça? Non? C'est le vrai sens du mot, je crois, c'est prier. Le mot, c'est issu du mot prier, hein, précarité d'ailleurs.
On vit pas, on survit. Enfin, on n'a plus de loisirs, pas de sorties. C'est vraiment ce qu'on achète, c'est de l'utile. C'est pas. Ça fait 2 ans qu'on s'est pas refringué nous, quoi. Du coup, ouais, non, c'est de l'utile, c'est de la survie. Techniquement, il y a des astuces. Les magasins discount, quoi encore, les dépôts-ventes comme Emmaüs, trucs comme ça. Faire les courses au mois pour ne pas les faire à la semaine et du coup ne pas... Financièrement, le fait de faire au mois en grosse quantité, ça nous fait des réductions. Les pots pour bébé, c'est les cartons complets. On calcule vraiment jour par jour, quoi. Quand je vois qu'il y a quelque chose que je dois acheter, j'ai un tableau, je coche, et puis avant d'aller aux courses, avec mon mari, on revérifie la liste et je la refais au propre. Puis on se dit, ben non, ça on ne prend pas, on va attendre, et puis voilà quoi. Mais c'est vrai qu'on n'est pas préoccupé par ça. Hein. Moi, personnellement, j'ai pas trop changé mon système de vie, quoi. Mais c'est vrai que on se dit non, passe ce mois-ci, et puis on verra le mois d'après, quoi. C'est tout. C'est vrai que on s'habille pas. C'est vrai que ça, c'est une dépense qu'on fait le moins, c'est les vêtements. Mais bon. C'est faire beaucoup d'efforts, c'est compter, c'est faire des choix. Je lave mon linge ou je mets du chauffage parce que je pratique les heures où le tarif d'énergie est moins cher. Je fais mes courses en discount alimentaire, voire je bénéficie de l'aide alimentaire des associations. C'est un peu c'est tout le temps faire des efforts. C'est ça ou ça, c'est fromage ou dessert. Mais bon, pas de problème du moment qu'il y ait ou fromage ou dessert, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qui est le plus important ou le plus angoissant? C'est de ne plus avoir d'argent? À mon avis, la première chose, c'est de ne pas avoir d'emploi. Parce qu'on n'a pas d'activité. Donc le fait que moi, j'ai pas d'activité, d'accord, je fais un peu de marche à pied. Mais le fait, c'est que je me jette sur la nourriture. Voilà. Donc du coup, j'ai pris du ventre. Et le fait que j'ai pas d'activité, ça ne peut pas me faire perdre du poids en même temps. Et donc me laisser un équilibre de santé correct. Et le fait de ne pas avoir d'activité professionnelle, et ben, ça fait que voilà, ça bloque. Vous travaillez pas. Donc, est-ce que vous faites une différence à ce moment-là entre la semaine et le week-end? Non, pour moi c'est pareil. Ah si, le week-end, on se dit encore un week-end de passé tout seul, quoi. Parfois on croise des gens, mais chacun, des gens aussi qui sont en solitude, quoi. Mais c'est pas tous les jours, quoi. En règle générale, bon, on a tendance un petit peu à se replier sur soi-même. Bon. Il faut à chaque fois, c'est tout le temps, surmonter. Surmonter quoi? La solitude. La quoi. solitude. Ouais. Il faut faire l'effort Ah oui, il faut beaucoup d'efforts pour... pour pallier ça à chaque fois. Ça devient, au fil des années, ça devient assez pesant. Ce qui est difficile, c'est de demander de l'aide autour de soi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie d'embêter les gens, parce que on a quelque part, on a honte. Enfin... Puis on se dit aussi qu'on a 2 enfants, du coup, c'est difficile de se dire qu'est-ce qu'on va leur offrir plus tard. Enfin voilà, toutes ces questions-là. Donc il y a de la honte, oui. Ouais, quelque part, ouais. Ah oui, la honte. On n'est pas au mieux de nous-mêmes, on ne s'occupe pas de nous-mêmes, enfin on a du mal à s'occuper de soi-même, puis on n'a pas ce que les autres ont, on n'a pas de vacances, on a plein de choses qui manquent,
Et c'est par confrontation qu'on a honte, finalement. La société humilie en permanence par des tas de... C'est même pas forcément décidé, hein. Il y a des situations qui renvoient à la honte sans que ça soit un choix des personnes ou de la situation en elle-même. Par exemple. Moi, j'ai eu une enfance où on n'a pas toujours mangé comme il fallait, on n'avait pas forcément d'hygiène. C'est souvent en confrontation avec les autres que cette honte vient parce que d'un coup on se dit ah ben oui mais moi j'ai pas appris, on m'a pas montré ou ah je me suis pas lavé les dents pendant des années puis le dentiste vous dit oh la boule oh là là oh là là. Bon, ça c'est une honte inavouable hein, mais bon d'un coup on est victime de son parcours, victime de ce qu'on a vécu et ça peut donner un sentiment d'infériorité. Ah, c'est sûr, je suis pas dans la rue sous un pont ou me protéger avec des cartons, des bâches en plastique. C'est sûr qu'il y a pire que moi, quoi. C'est sûr, on m'a dit que c'était de la précarité confortable. Ceux qui sont on touche le RSA, etc. C'est sûr, il y a pire. Faut... Moi, la précarité, pour moi, ma définition, c'est un manque de lien social, quoi. Je postule beaucoup pour du travail en tant qu'agent d'entretien, et puis personne ne me répond, quoi. Même faire des heures sur Grenoble, en tant qu'agent d'entretien, c'est... Non, ça... Non, bon. C'est difficile. C'est très difficile d'en parler. Parce que Ouais. soi-même, on a un peu une inertie déjà de repli sur soi. On n'est pas vraiment dans une dynamique d'espoir, quoi. C'est un peu une forme de désespoir larvé. Le désespoir larvé, vous dites? Ouais, oui, c'est un peu désespoir larvé où on a l'impression que, voilà, on voit les jours qui passent, on voit la société qui bouge, les gens qui prennent leur voiture, qui font un travail, je suppose, et voilà, ça bouge, quoi. Mais toi, t'es isolé, tu vois tout ça, l'impression que tout bouge autour de toi, et toi, t'as l'impression de pas avancer, quoi. Même si je sais que je peux bénéficier des aides, je ne voulais pas le demander, j'avais l'impression d'être... il y a une expression qu'on utilise, d'être tombé bien bas, alors que c'est les choses de la vie qui font que certaines situations sont plus difficiles à vivre. Recommencer une autre vie à n'importe quel âge, c'est pas une question d'âge tout, c'est un peu en fait renaître quelque part et tout réapprendre avec d'autres repères. Donc c'est un peu un sentiment de honte que on se dit on sait plein de choses, il faut recommencer à apprendre d'autres. Et la gêne après c'est je pense avoir le regard des autres posé sur soi. On se demande s'ils vont nous juger, comment ils vont nous juger. Et je crois que c'est aussi ce sentiment-là qui fait qu'on n'ose pas aller demander de l'aide ou sans demander de l'aide, demander simplement un conseil. On veut essayer de s'en sortir tout seul, mais on s'aperçoit à un moment donné qu'on a besoin d'être aidé justement. Il y a quelques semaines, j'étais devant et un groupe, deux personnes plus âgées que moi passaient de l'autre côté de la route et la femme a dit « Ah ben, si tu irais chez certaines de ces personnes, tu verrais les meubles qu'ils ont. » Bon, moi je n'ai rien dit. Quelque part, j'avais envie de traverser la route et de mettre les points sur les i, mais je n'ai rien dit. Mais en moi-même, je me suis dit, si vous serez à notre place, je pense pas que vous direz ça, parce que
on a eu une vie avant d'être en précarité. Et ça tombe à tout le monde. Donc, elle, apparemment, elle n'est pas dans ce contexte-là, mais moi, j'aimerais être une petite souris pour certaines de ces personnes-là qui ont la langue bien pendue pour savoir ce que eux ils feraient dans notre place. C'est pas à cause qu'on est en précarité. On a des meubles, oui. Hein, on les a achetés au début de notre mariage. Hein. Moi, je commençais à m'acheter ma vaisselle et tout déjà avant que je sois mariée. Chaque personne qui tombe en précarité ne va pas se démunir de tout avant de faire appel et d'avoir certaines aides, aussi bien de soins que d'autres choses. On ne va pas se démunir de nos meubles pour que 5 ans après, on aille chez Emmaüs et se racheter des meubles. Moi, quand j'entends ce genre de phrases, mais je me dis que les gens ne sont pas bien intelligents. Personnellement, j'ai jamais eu envie de revanche sur des conditions modestes de mon enfance. J'ai pas voulu me venger en devenant puissant, en devenant fini, je tourne la page. Non, je crois qu'on a une histoire, ça fait partie de son histoire. Et finalement, moi j'en ai fait une philosophie, il valait mieux. Valait mieux. Parce que sinon on se sent en colère et on est indigné et on se révolte. Or, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire, finalement. De se révolter? On peut se révolter, mais il faut se révolter pour un ensemble, finalement, parce que sa vie, on a toujours action sur sa vie, mais on se révolte sur la situation de personnes qu'on voit, qu'on aime ou qu'on apprécie, puis on a envie de les aider. Quand tu vois que les personnes n'ont plus accès à l'image d'eux-mêmes, à la valorisation d'eux, tu les sens intérieurs se retirer parce que finalement on devient invisible. On rejoint la masse des invisibles. Donc quand on aime les gens et qu'on peut aider ces personnes, on leur dit, ben non, tu es peut-être invisible, mais non, il faut que je vais t'aider à continuer d'être toi-même, quoi. Durant la perte de mon emploi chez Hugo Frey, j'ai fait énormément de curriculum vitae, de lettres manuscrites que j'ai envoyées à différents employeurs, potentiellement pour mes compétences. Il y a très peu qui ont répondu en main propre, déjà. Donc du coup, là, c'est vrai que le moral, il en prend un coup. Donc on ne sait plus quoi faire pour après trouver un emploi. Donc au lieu d'agresser verbalement les autres ou de leur casser leur vitrine ou de leur brûler leur bagnole parce qu'on est déçu de la société, il faut se remettre en question. Et donc trouver une solution et une idée qui fonctionne pour avancer. Vous l'avez trouvé, cette solution? Je pense que le fait d'écrire, déjà même si on ne fait pas éditer des livres, hein, le fait d'écrire des choses sur des cahiers de brouillon, déjà ça décompresse. La haine, elle est plus au fond de soi, elle est sur les cahiers. Mais après, on est détendu. Et le fait de rentrer, par exemple, dans l'association des Rangers, déjà après la perte des parents, ça fait qu'on n'est pas tout seul. Comme là, je suis aussi à la TD Carmonde, mais on n'est pas tout seul, on discute de plein de choses. Et on voit du monde. Il ne faut pas qu'on reste chez soi, quoi, à se morfondre. Donc vous voyez du monde quand même, vous cramponnez à l'idée de voir du monde en dehors, même si ça ne vous rapporte pas d'argent. Voilà. C'est donc de faire du bénévolat, par exemple. Non, c'est surtout pour le moral. Pour pas que le moral broie du noir constamment chaque jour. C'est surtout ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui broient du noir en eux, mais qui n'osent pas extérioriser le mal-être qu'ils ont dans le cœur. Donc, il faudrait qu'ils écrivent, ou alors que s'ils ne savent pas écrire, ils font des dessins comme les hiéroglyphes. Voilà. Mais ça aide. Au départ, on a peur du regard des uns et des autres parce qu'on est tellement formaté
un certain style, il faut que tout soit comme ceci, tout doit être comme cela. Et le fait d'expliquer notre situation, c'est pas honteux la précarité, c'est les choses de la vie qui font que ça peut arriver. Et voilà, après quand on a compris ça et puis qu'on arrive à parler de notre situation, on s'aperçoit que le regard des uns ou des autres change et que en fait c'est nous-mêmes qui nous jugions et ce n'est pas forcément nos interlocuteurs qui vont juger. On reste trop dans l'idée où il faut être ou tout blanc ou tout noir, alors que voilà, on est des êtres à part entière, des individus. Donc chaque individu est différent du voisin, de la voisine, et il faut accepter les différences et pas hésiter à parler, à expliquer la différence. Pour moi, la misère, ça équivaut un peu à du chaos. Bon, j'essaye de pallier à ça par le spirituel. Par le spirituel, je suis assez curieux, je m'intéresse à pas mal de choses. Bon, aussi par des inventions. J'ai fait un vélo solaire. J'ai aménagé ça, même si j'ai un problème visuel, j'ai pris mon temps pour le réaliser. J'ai pris des loupes, voilà. Même si j'ai pas de travail, j'essaye d'avancer dans ma vie. Là, j'ai déjà écrit un premier livre, j'ai aussi un deuxième manuscrit déjà chez un éditeur. Là, mon troisième manuscrit, il est déjà écrit, mais là, je suis en train de faire les dessins pour essayer d'avancer et d'améliorer ma vie. Donc, j'ai des idées et j'essaye de les faire aboutir. Je suis évangéliste. Et une fois par semaine, on se retrouve à plusieurs pour prier et pour partager la Bible. Et j'ai pas envie de me morfondre. C'est plus une perte de temps que autre chose. On n'avance pas. Donc, C'est-à-dire une perte de temps? De rester à se lamenter, à se rendre malade, plutôt que de essayer de sortir de son cocon et de, malgré ça, apprécier le reste de la vie. Parce que malgré ça, il y a d'autres joies à côté. C'est sûr que la façon dont nous avons été élevés, nous n'élèverons pas nos enfants de cette façon-là. Pas qu'il y ait eu des problèmes pour nous, moi ça me correspond pas et lui pareil. Mais d'un côté je me dis que tout ce qui nous est arrivé, là je parle pour moi, tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, ça a fait que je me suis construite comme je suis maintenant et du coup je me suis, on va dire, auto-forgée. Et Sébastien, du coup pareil, on a tous les deux un vécu difficile complètement différent, mais c'est grâce à ces circonstances-là qu'on est là où on en est maintenant et justement on a réussi à sortir de la rue, quoi. Comment vous voyez votre avenir ou quel serait votre idéal Mon idéal de vie? de vie. Ouais. Ça, c'est une bonne question. Déjà, c'est qu'ils augmentent les petits, qu'ils augmentent les sommes d'argent des petits, au lieu de dépenser des milliards dans les Jeux Olympiques. Parce qu'ils sont capables de tous les pays de sortir des milliards pour les Jeux Olympiques. Et pour les emplois, soi-disant, il n'y a pas d'argent. Donc à mon avis, ils mentent aux gens, dans tous les pays du monde, et ils veulent garder l'argent que pour eux et faire comme au temps des rois. Tout pour nous, rien pour les autres.
Vous avez dit que la spiritualité, ça vous aidait. Ah bah ça, on a tous dans l'être humain la pensée de l'éternité, hein, on n'est pas que un animal, on a des valeurs morales, on recherche Oui. l'amour, voilà. C'est un échange d'amour entre les uns et les autres. Il faut éviter les conflits, moi je le vois comme ça, quoi, ouais. Ce but-là, quoi. Sinon c'est le néant, s'il n'y a pas tout ça, tout va pas... Et tous les gens que vous connaissiez avant, Certains m'ont plus ou moins tourné le dos parce que j'étais devenue, pas une paria, mais différente d'eux, et avec une situation qui n'était pas forcément la leur. Mais justement, en ayant ce sentiment de précarité, cette situation de précarité, le fait de rencontrer des personnes qui sont dans le même sentiment, on apprend justement à relativiser. C'est une vie différente. On apprend à avoir un autre regard sur les priorités qu'on pouvait avoir avant. Et en fait, moi j'aime bien écouter les personnes, pas les observer, mais apprendre à poser mon regard sur elles justement, sans les juger. Et le fait de connaître cette situation précaire, ça me pousse justement à sortir de ma timidité, à m'ouvrir sur les autres. Et le fait d'en parler, je m'aperçois aussi que j'ai fait d'énormes progrès par rapport à ce que je pouvais être avant. Un peu plus ouverte, un peu moins renfermée. Enfin, et je porte un regard sur moi-même je me dévalorise moins que je pouvais le faire avant. Et c'est formidable. tu m'as dit une fois, ici, on est en temps irréel. Bah, là, je fais allusion au fait que je ne possède pas des moyens de communication comme les autres. Je n'ai pas Internet, je ne suis pas branché, ni numérisé. Et ça m'agace un peu cette histoire de temps réel, où je trouve que les choses sont plutôt fausses. Alors que le vrai temps, ici, c'est un temps irréel par opposition au temps réel des gens qui sont numérisés, qui sont en communication avec le monde. Mais c'est ironique, hein, c'est C'est tout assez simplement. paradoxal en plus. Oui, c'est assez paradoxal, oui, en effet. Voilà, bon, puis bon, moi j'aime partager l'instant. D'ailleurs, quand on a peu de choses, la notion d'instant est très 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 importante. On met tous ses œufs dans le même panier et on partage tout très vite. Donc ça, c'est le temps du partage et c'est pas un temps qui est différé ni presque réel. C'est le vrai temps, le temps de la vie. Et c'est celui-là qui compte à mes yeux. Est-ce que ça vous arrive d'être déprimé? Déprimée, non. Angoissée, oui. Mais liée au financier uniquement. Après, on regarde nos enfants et on se dit, bah non, on a quand même de la chance, quoi. Oui.